Et toi, l'intérêt, c'est ton entreprise, mais je vais te poser la question que je pose à tout le monde parce que moi, ça m'intéresse déjà personnellement. C'est comment on en vient, je ne vais pas dire dans quelle ville tu étais de France, mais comment on en vient de France à aller en Thaïlande. Et juste avant que tu répondes, je te dis juste, est-ce que c'était pour des vacances? Est-ce que c'était pour travailler? Est-ce que c'était par curiosité? Quel a été l'élément déclencheur? Et puis, est-ce que tu avais un point de chute surtout? Est-ce que tu es venu tout seul comme choquerie et puis, En fait, j'étais dans la merde en France, sérieusement dans la merde. J'avais deux choix à faire en fait. Soit je faisais all-in sur quelque chose qui me donnait à fond, que je me donnais à fond, ou soit je finissais clochard, alcoolique. Quand tu es dans la merde, tu avais des dettes, tu avais des gens qui te recherchaient J'étais au RSA et j'avais beaucoup de conflits familiaux à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'avais 25 ans, mes parents commençaient à plus me gerter, ils voulaient me gerter en fait. Ah carrément? Ouais, parce que je trouvais pas d'emploi, je faisais rien, j'étais derrière l'ordi. Et puis, il fallait que je trouve mon point d'inflexion en fait. Et je sais pas si tu connais le point d'inflexion. C'est une théorie au poker où on se dit à un moment donné dans un tournoi, il faut plus regarder les cartes, il faut faire tapis parce que notre tapis est trop petit. Avec les blindes quand ça... Voilà, et donc on fait souvent ça, je suis un peu grossier, c'est peut-être pas exact ce que je dis, mais à partir de 5 tours, la valeur des cartes ne compte plus en fait. Bien sûr. Et il faut faire tapis parce qu'on est désespéré, on doit doubler. Et en fait, moi j'étais dans cette situation en France. C'est doubler ou mourir quoi. C'est ça, c'est soit je partais dans la dérive alcoolique, dans les rues en train de vagabonder. T'avais des problèmes d'alcool quand même ou... Non, mais j'avais des amis qui traînaient souvent dans les rues où on se mettait bien des doses d'alcool le week-end. Okay. Et puis ça commence souvent comme ça, on commence à partir dans un chemin où on consomme de l'alcool. Donc toi juste, je résume, tu as un profil mauvaise influence, bonne influence, je traîne la nuit, je dors pas ou je dors très tard, alcool, mauvaise influence, conflit familial avec les parents, je vais pour aller chercher du boulot, je passe mon temps derrière l'ordi, d'accord. Et Thaïlande, pourquoi? Eh bien, c'était le fait de tout quitter, de repartir à zéro. D'accord. Et en fait, c'est ce qui m'a changé ma vie. En fait, ça m'a carrément changé. J'étais vraiment sous oppression. La France, c'est vraiment un truc vraiment compétitif où tu essayes de t'en sortir, mais en fait, tout le monde te marche dessus. Je postulais pour McDo, on m'a refusé, juste pour McDonald's. J'ai essayé de trouver des jobs, je me faisais ratatiner. Et le jour où je suis parti en Thaïlande, on a commencé à me sourire, à me respecter un peu plus, parce qu'en France, pour les gens qui sont dans la merde, qui sont plus bas que terre, on te marche et on te laisse aucune chance. Mais pourquoi pas le Pérou, ou la Corée, ou le Japon? La Thaïlande, je pense que c'est avec le film Hangover. D'accord, ah oui, d'accord. J'ai vu ce film-là, j'ai fait... Je pourrais faire des stats sur le nombre de gens qui sont venus, tu sais, à cause du film Hangover, qui se sont dit c'est amusant la Thaïlande. Il y a beaucoup. C'est une influence, le film. Donc là, tu débarques, t'as pas de point de chute, tu connais personne? J'avais joué un tournoi, je devais avoir 50 € sur mon compte avant de partir. Et j'avais eu un gros conflit familial à ce moment-là, où j'avais une rage intérieure, j'avais une rage. J'ai déposé 50 € sur un poker online et j'ai mis 5 € sur 2 tournois et j'ai remporté les 2 tournois en fait. Tellement j'avais la rage et je devais avoir 2000 €. Et ces 2000 € là, une semaine après, j'ai pris un billet d'avion et j'étais parti. D'accord. Je suis plus jamais revenu. Avec rien, j'ai vraiment all-in. D'accord. Le peu qui me restait. D'accord, ouais. Et puis je suis arrivé, là où j'ai rencontré ma copine et puis elle m'a aidé à trouver un boulot. Et j'avais pas d'expérience, mon CV il était vide. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est le fait de se sortir de sa zone de confort que la chance, elle arrive, elle se provoque. Ça arrive pas tout le temps. Comment je peux dire? Donc tu parlais pas thaï? Non. Tu parlais anglais? Très peu. D'accord. Et tu as trouvé quand même un travail? Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Que ma copine à ce moment-là, elle avait signé un gros contrat pour une entreprise d'import-export et le patron lui avait dit ok, vu que tu m'as donné un gros contrat, si tu me demandes une faveur, je te le fais quoi. Et c'est là où je suis arrivé et puis sans expérience, sans rien. Bon, le patron il m'a regardé, il fait ma merde, dans quelle merde je me suis mis. Tu l'as ressenti comme ça? Ouais. Enfin, il a été quand même gentil. Et puis j'étais assistant manager dans une société d'import-export en fait. Où j'ai tenu 7 mois, C'est vrai que j'avais pas l'expérience de toute façon. Et tu avais un bon salaire, si on peut en parler? Ouais, c'était les 50 000 bahts pour avoir 50 000 bahts par mois work permit. D'accord. Donc un SMIC français, mais en Thaïlande, quoi. Parce qu'il faut savoir que les Français, pour les étrangers qui veulent travailler en Thaïlande, il faut minimum 50 000 bahts.
ça représente 1500 €. Hein, et le salaire minimum en Thaïlande, c'est 300. Donc, si on compare ça à la France, c'est un salaire de cadre. Et donc, pourquoi on te choisirait plutôt qu'un Thaï qui a plus de compétences, sûrement. Et c'est là où j'ai été chanceux, quoi. C'est qu'on m'a ouvert les portes. Comment on en vient? Donc, du coup, tu n'étais pas heureux dans le salariat ou qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas les compétences. Hein. Ouais, aussi, on m'a pas aidé parce que les Thaïs qui travaillaient autour de moi, c'était pas logique pour moi d'avoir un salaire plus gros qu'eux et avoir moins de compétences. Et ils devaient m'enseigner le boulot, quoi. Et donc, t'as senti quoi? Un rejet, un racisme, une jalousie, un énervement? Ils étaient corrects avec moi, polis, mais le truc c'est qu'on n'a pas voulu m'aider, quoi. On m'a mis dans un coin, on m'a fait voilà, le patron il t'a accepté, mais moi j'ai pas de boulot à te donner, donc tu restes dans ton coin. C'était un petit placard doré à 50 000 bahts. Et puis au final, j'ai dû arrêter parce que ça marchait pas, quoi. Et c'est ensuite où je me suis retrouvé dans la merde et je me suis dit, je sentais la France à plein nez. Encore dans la merde, voilà, d'accord. Je sentais la France à plein nez. Je devais avoir 500 € sur le compte. Et c'est là où j'ai rencontré ton collègue là. Comment il s'appelle? Thibaut? Ouais, Thibaut. Où il m'a dit, mais si tu cherches du boulot, c'est facile. T'as qu'à être modèle, tu vois, faire je me rappelle plus comment on appelle ça. La figuration, tu vois. Et c'est là où il m'a donné tous ses contacts ce soir-là. Et une semaine après, j'avais du boulot. D'accord. Et donc là, tu as fait la figuration dans des films Ouais, des films, des publicités. Pendant 3 ans? Ouais. Et ça payait bien ou 2 ans? Ouais, pareil que le SMIC. C'est à peu près pareil que le SMIC. D'accord. 50 000 bahts. Tu avais 50 000 bahts par mois juste à aller dans certains films et faire de la figuration? Mais j'avais aussi des petits rôles. J'avais des petits rôles dans des pubs, des petits seconds rôles en fait. Où tu devais parler thaï? Non, même pas thaï, c'est juste marcher, être en plan fixe. D'accord. Faire un petit peu d'acting. Et donc tu arrivais à faire 50 000 bahts par mois? D'accord. Avoir mon work permit, parce qu'il faut aussi un work permit en Thaïlande pour être modèle. Et donc il m'avait accepté, l'agence qui m'avait recruté m'avait accepté. D'accord. T'as plus fait ça pour le work permit ou pour l'argent? Pour survivre, pour rester en Thaïlande, parce que je voulais pas retourner en France. Et comment on passe justement, parce que tu avais finalement on va dire une sécurité alimentaire à 50 000 bahts, comment on en vient à se dire je vais créer ma boîte, quoi? Mais je voulais quand même m'en sortir, parce que c'est pas en restant modèle qu'on va faire une carrière. Ça c'est sûr. On reste 10 ans maximum dans une carrière de modèle et puis on arrête. Et puis c'est souvent ceux qui ont des plus gros rôles ou qui ont carrément des rôles au cinéma qui arrivent. Mais on regarde pas ceux qui ont derrière échouent, en fait. Et il y en a plein qui échouent dans le modélisme. Mais c'est comme chanteur, c'est comme il y en a un sur. Ils ratent leur carrière parce qu'ils n'ont rien fait, juste faire du modélisme. Et puis en Thaïlande, il n'y a pas de sécurité, quoi. On paye cash et puis il n'y a pas de. Et donc l'élément déclencheur du coup? Je voulais faire un business sur Internet et c'est là où j'ai eu l'idée de créer une chaîne YouTube. D'accord. Et pourquoi chaîne YouTube et pas vendre des trucs de Thaïlande Parce que je pense que c'était le plus simple. D'accord. Ça demande rien à faire une chaîne YouTube, c'est juste une caméra. Donc c'est par simplicité. Et trouver en fait le moyen de faire des vues, en fait, c'est ça le truc. D'accord. Comprendre l'algorithme YouTube et puis faire des vidéos qui correspondent à ce que l'algorithme. Tu as fait un business plan, tu t'es renseigné? Non, j'ai juste au début étudié comment l'algorithme YouTube marchait pour comprendre comment faire des vues. Parce que quand on démarre une chaîne qui n'a pas de vues, qui n'a pas d'abonnés, et bien là, tu postes une vidéo et il n'y aura personne qui va la regarder parce qu'en fait, Bangkok, t'es perdu dans une liste de vidéos infinie. Ouais, tout à fait. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver des mots-clés qui ont une forte attractivité et qui n'ont pas beaucoup de concurrence, de compétition. Et par exemple, si tu regardes un mot-clé comme voiture, c'est un mot-clé super compétitif, mais très très recherché. Donc, si tu fais une vidéo sur les voitures, et bien en fait tu vas pas être dans le premier la liste de recherche en fait, parce qu'il y aura trop de compétition de gens qui auront fait des vidéos avant. En fait, si je peux résumer, toi c'est le marché de niche que tu cherchais, un mot-clé pas trop tapé? C'était faire un buzz, et c'est ça que tout le monde comprend, enfin tous ceux qui font des vidéos qui comprennent c'est faire un buzz en fait. Et tu l'as fait? Voilà, c'est trouver un mot-clé qui arrive en quelques semaines. C'était quoi toi? Les hand spinners. Ah oui, les hand spinners. Mais en fait, le mot-clé fidget, hand spinner est arrivé aux États-Unis. C'est ça. C'est le mot-clé arrivé aux États-Unis, tout déchiré en fait. Ça arrive en France. Et puis en Thaïlande, je voyais, à l'époque, on pouvait utiliser AdWords pour voir les mots-clés, à combien de recherches elle faisait, ces mots-clés, Et je voyais qu'en Thaïlande, il n'y avait pas beaucoup de recherches. Et je me disais, mais attends, les États-Unis,
ça explose, la France, ça explose. Mais ça a été en retard, parce que moi je me rappelle, on ne le voyait pas dans les marchés, on commence à le voir, mais c'était déjà tellement la mode chez nous, limite c'était fini, et ici ça... Et j'étais à ce jour-là sur un tournage, et je voyais un gosse passer, un troupeau de gosses passer pour une publicité, et puis ils allaient sur le set quoi, pour aller tourner. Et je vois le dernier gosse avec un fidget spinner, un spinner. Et là dans ma tête, j'ai compris direct. D'accord. Et je savais, et ça c'est instinctif. Ouais, mais ça allait marcher. T'as pas fait une chaîne sur un spinner, ce que je veux dire. Après il faut rebondir. On peut pas rester que sur un format. Il faut renchaîner sur du format attractif. Mais c'est l'élément déclencheur, un buzz pour amener du trafic sur ta chaîne. C'est ça l'élément qui va te générer des abonnés et qui va ensuite pouvoir, qui vont pouvoir revenir sur ta chaîne et tes vidéos. Et l'algorithme va pouvoir analyser ta vidéo. On fera un truc spécial YouTube. Ouais. Là, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que c'est facile de créer une entreprise en Thaïlande? Parce qu'il y en a, oui, c'est de l'arnaque, oui, on peut pas, oui, c'est haut taille, oui, il faut prendre un avocat. Et comment ça s'est fait pour toi? Parce que toi, je le rappelle, tu es une entreprise, c'est légal, tu payes tes impôts, tu es déclaré en Thaïlande, tu as un visa qui va avec, et tout est vraiment tip-top carré. C'est-à-dire pour ça que tu envisages découvrir ici. Et voilà, alors, moi je voulais savoir, est-ce que par rapport à la France, surtout par rapport aux deux pays francophones, est-ce que c'est facile? C'est plus facile qu'en France, c'est sûr. C'est plus facile. Le plus dur, c'est de trouver un associé, parce que tu peux pas détenir 100% d'une entreprise en Thaïlande. Toi, tu as combien là? J'ai 49,5. D'accord. Enfin, 49, il y a combien de personnes après qu'on... Et j'ai ma femme qui a 50%, ou 49, pardon. Ma 49, femme 50. a 49 et moi j'ai 49. Et une personne tierce a les 2% qui restent. Ah, donc vous êtes à moite-moite. Et d'accord. Et qui c'est l'autre? Vous l'avez trouvé comment? C'est une personne de la famille de ma femme. Ah d'accord. Et après, ce qui peut... Mais pourquoi tu as fait ça? C'est possible que tu puisses contacter un avocat et faire une sorte de démarche pour te refiler les 2% et être action majoritaire de l'entreprise pour un étranger. Mais pourquoi cette personne elle a 1 ou 2%? J'ai pas compris. Justement pour avoir tu vas avoir un avocat et puis tu lui dis voilà, ces 2%, cette personne veut me les passer et juridiquement tu peux faire un process pour avoir ces 2% à toi et être actionnaire majoritaire de l'entreprise. Et donc légalement en Thaïlande, un étranger comme toi pourrait être majoritaire dans ce cas-là. C'est légal, oui. Ce qu'il aurait fallu, c'est au départ avoir les 49 parce que tu peux faire autrement. Tu peux pas avoir plus de 50. Et après tu peux. D'accord, c'est intéressant. Et c'est comme ça que tu as le dernier choix de l'entreprise. Enfin, c'est toi qui as les manœuvres. Mais tu peux aussi, par le moyen plus simple, d'écrire sur un papier que tu veux être le dirigeant et avoir les derniers, je sais pas comment dire, avoir l'action dernière de ton entreprise. Tu as le droit de veto sinon ou... Non. La question que tout le monde va se poser, évidemment, c'est si avec ta femme, à un moment, vous vous séparez ou ça se passe mal, est-ce qu'elle pourrait tout prendre? Non. Alors, toujours c'est 49%. D'accord. Et moi j'aurais 49 et les 2% de... D'accord. Elle peut pas vider le compte et se barrer ou Et puis si elle veut tout vider d'un coup, il y a des démarches. Tu peux aller jusqu'au tribunal pour dire si elle veut tout retirer et que ton entreprise peut être affectée et les employés derrière peuvent être affectés, c'est pas aussi facile de... Elle peut pas prendre une carte et tout retirer? Non, légalement non. D'accord. Enfin, si, légalement elle peut, mais tu peux poursuivre la personne pour faire ça, parce que c'est pas logique pour l'entreprise. Et c'est toujours la logique de l'entreprise, c'est conserver ses activités. Donc par rapport à la France, par exemple, on va dire que tu te verses un salaire, on peut dire de combien? Moi, j'ai que 50 000 bahts. Tu te verses 50 000 bahts par mois? Parce que je ne vais pas payer plus d'impôts que ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu payes donc sur 50 000 bahts en fait en impôts? 15%, je crois. 15%. Ça veut dire que pour te verser 50 000, tu te verses 15% en plus de 50 000? C'est pas un palier en fait. Je crois que c'est au début le premier palier il est à 150 000. Donc tu ne payes pas d'impôts sur 150 000 par an. D'accord. Et ensuite, tu as 300 000 où là, tu payes 5%. Je ne sais pas les nombres exacts, c'est ma comptable. Et puis, ça monte graduellement. Donc, tu verses 50 000, ils prennent 15%, d'accord, et tu as ça. D'accord. Et cette partie, est-ce qu'elle est cotisée pour une retraite, pour une maladie, non? Il n'y a pas d'assurance vie. D'accord. Donc, à la fin, à 60 ans, 65, 70, tu n'auras pas de retraite en fait en Thaïlande? Non, pas de retraite. Tu peux faire ça avec une banque, cotiser. Donc en Thaïlande, c'est pas obligatoire de cotiser pour la retraite. D'accord. Okay. Donc là, pour l'instant, toi, tu aurais rien dans l'absolu. C'est l'entreprise qui veut, si elle veut mettre un système pour une retraite
Et la maladie, c'est pareil, du coup, c'est... Ouais. Il y a la compagnie qui protège les employés, D'accord. ça c'est sûr. Ça, on va en La parler. sécurité sociale, c'est comme la sécurité sociale en France. D'accord. Mais pour les patrons, il n'y a pas D'accord. d'assurance en fait. Justement, on parlait des salariés, c'est intéressant, parce que toi, tu as des salariés, ils sont taille. Est-ce que tu as des impôts à payer, par exemple, si tu donnes 10, 20, 30 000 par mois à quelqu'un, est-ce que tu as des impôts à payer par-dessus ou des grosses charges comme en France? En France, il faut, je crois, alors je ne suis pas un pro, mais presque doubler, je crois. Quand tu donnes 1 500 à quelqu'un, tu as 2 800, 3 000, je crois, avec les charges, avec tout. T'as Comment ça se passe? SSO, ça s'appelle SSO, et ça doit être 15 000 bahts par mois. Non, moins 8 000 bahts par mois sur 15 employés, donc c'est pas beaucoup. Donc sur 15 employés, on peut dire ce qu'ils touchent à peu près par mois? La moyenne, c'est 20 000. 20 000 de moyenne, grosso modo, il y en a plus, il y en a moins. Ouais. Et pour tous ces 15 employés à 20 000 en gros de moyenne, tu payes que 8 000 bahts d'impôts par mois. Ouais. Et ça sert à quelque SSO. chose, ça? Ben, ça sert à payer les assurances maladie, tout ça. D'accord, donc ils sont assurés comme niveau maladie. Ouais. D'accord. Mais pas dans un hôtel, enfin dans un hôpital 5 étoiles. Quoi. Ah ben Ça va oui, être, je m'en doute. L'hôpital. D'accord. Ah oui, non, en fait, tu payes rien en charge presque. Pas beaucoup, non. Pas Parce que, tant ça. admettons, je calcule 15 employés à 20 000, grosso modo, tu as 300 000 de salaire peut-être? Environ 250. 250 000. Et tu 300 n'as que 8 000 bahts. Hein. Et sur 250 000, je pense, ouais. tu as 15 000 max à payer. Ouais, c'est fabuleux pour un Français, ça. Ouais. De dire waouh. Enfin, même pour n'importe quel Européen, en fait. Mais... C'est pas cher. C'est pour ça que c'est facile en Thaïlande D'accord. de faire un truc. Quoi. Est-ce que tu as une loi sur les heures à faire de travail? Ils ne peuvent pas dépasser un certain quota? Non, tu peux faire. C'est nos limites. S'ils veulent faire des heures. Enfin, c'est 8 heures par jour normalement, hein, mais s'ils veulent faire des overtime, ils peuvent. Hein, ils ont pas. D'accord. Et les vacances, ils ont 5 semaines comme en France, les salariés? Ils ont 7 jours par an. 7 jours par an. Business leave. D'accord. Qu'ils peuvent prendre 7 jours Ouais. par an. Pas la première année ils ne peuvent pas. Ah oui, carrément. Donc ils doivent attendre une année et après cette année-là, ils ont 7 jours par an. Ah, c'est pas énorme. Hein. Après, il y a les jours fériés. Et donc ça compense beaucoup. En Thaïlande, c'est 12 jours, je crois, fériés par an à peu près. crois que On dit. 15 jours, Je sais pas calculé avant la vidéo, mais d'accord. Je sais plus. Donc ils auraient 12-15 jours d'après toi. Pour ça, c'est les jours fériés comme en France, il y en a. Et après, ils ont 7 jours de vacances, ils peuvent prendre quand ils veulent, quoi. Ils ont 7 jours, ouais, par an. D'accord. Ok. Quand tu vires un employé, est-ce que tu as un préavis comme en France à faire? Est-ce que tu as quelque chose? Il faut le consulter déjà au début, voir et discuter avec lui les problèmes. Si ça, c'est légalement, tu dois le faire. C'est ça. légal. D'accord. S'il a des problèmes de compétences, normalement, il faut lui payer une formation spéciale Ah oui. pour qu'il se forme et D'accord. être apte à trouver ce qui lui manque. Ah oui, donc Compétences. quelqu'un qui n'est pas compétent, tu peux pas le virer, il faut lui payer un truc pour qu'il soit ou alors compétent. tu négocies avec lui et Ouais. tu payes des salaires en plus pour qu'il parte. D'accord. Mais normalement, tu dois lui faire une formation. Et s'il revient et au bout de la deuxième fois, ça marche pas, et il ne suit toujours pas, c'est là où tu peux prendre le licencier. D'accord. de manière légale. T'as 1 mois, 2 mois, 3 mois à payer de salaire quand tu licencies quelqu'un ici ou... Non, y a pas de, c'est cash. C'est cash, d'accord. Après la formation, s'il ne travaille pas bien. Et en général, ce que font les employeurs, c'est qu'ils négocient avec eux 1 ou 2 mois de salaire avant qu'ils partent. Quoi. Oui. C'est que c'est les enjeux. Parce qu'ils savent peut-être qu'après la formation, ça sera peut-être pas forcément mieux, non? Puis en général, ils mettent les gens au placard. Comme moi, ils m'ont fait quand j'étais ils te mettent au placard. Ils font démissionner les gens, il y en a. Bah, ils forcent un peu quand même, je pense. Ouais. Ça marche comme ça. D'accord, ok. Puis en général, c'est aussi ceux qui travaillent qui partent. Hein. Parce qu'ils ont tellement de choix, il y a tellement d'emplois libres à prendre que ça ne les dérange pas de partir. Donc ça, c'est intéressant. Donc il n'y a pas de problème de travail en Thaïlande, d'après toi? Tous les gens qui disent ouais, le Covid, c'est le marasme financier, il n'y a plus de sous. Enfin, si, il y a eu une période juste après le Covid où tout le monde a commencé à chercher des emplois, mais ça a vite disparu. C'est revenu. Moi, c'est vraiment dur pour moi de trouver un candidat idéal. Hein. D'accord. C'est vraiment difficile. Donc toi, en tant qu'employeur, tu galères à trouver des salariés. Trouver une personne motivée avec les compétences nécessaires. Et parce qu'elles n'existent pas ou parce que... C'est soit elles sont déjà prises dans une autre société, ou soit c'est des nouveaux employés, enfin des personnes qui sont fraîchement diplômées, qui sont peut-être motivées au début et qui n'ont pas forcément les compétences, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on trouve le plus. Et de trouver une personne compétente qui a travaillé 5 ans dans le même domaine, et pour le trouver et pour avoir un salaire correct, parce qu'après les salaires sont drôles, hein, et ben, c'est assez difficile. D'accord.
Ok. Dans mon domaine, dans mon secteur. Parce que Oui. le secteur, c'est assez particulier, mon secteur. D'accord. C'est pas aussi facile à trouver. D'accord. Le plus dur, hein, après, pour gérer une entreprise, c'est le X factoriel. C'est-à-dire, plus tu prends de personnes dans une compagnie, plus la productivité va descendre. Parce que c'est normal. C'est toutes les compagnies, elles ont ce problème-là. En qualité, ça baisse tout à fait. Et c'est assez compliqué en Thaïlande hein, de trouver ce X factoriel parce que les gens en Thaïlande qui travaillent, ils ont tendance à pas être très productifs. Si on compare à ça à la France ou aux États-Unis, aux États-Unis ou surtout en France, on travaille le minimum d'heures qu'on doit travailler dans une entreprise. Donc on ne fait pas d'overtime. C'est dès qu'on a fini, on se barre. Mais quand on travaille sérieusement et on fait le meilleur de nous-mêmes pour être productif. Qu'en Thaïlande, les Thaïlandais ont souvent tendance à travailler un peu plus souple, quoi. Prendre plus de temps. Et donc. T'as déjà eu des problèmes avec des salariés? Ouais, il y en a souvent des problèmes. Ça va être quoi? Manque de productivité, hein, c'est ça. Quand je vois comment on m'a traité en France quand je travaillais en faisant de la. Pas pareil. Pas le même avec pays. Un manager derrière moi toutes les 5 minutes qui me disait mais travaillez plus rapidement. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Et, donc, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui serait en France et qui se dirait tiens, je vais monter ma boîte en Thaïlande? Je pense que c'est mieux que de faire une entreprise en France, ça c'est sûr. D'accord. Juste pour les impôts. Hein. C'est D'accord. vraiment abusé en France pour les impôts. Par contre, on aura plus de gens compétents en France. Mais il faut un plus gros investissement en France. Il faut au moins 200-300 000 pour monter une entreprise. En France, quand en Thaïlande, tu commences avec 20 000, Moi, je suis parti de zéro, j'avais rien. J'avais commencé avec. C'est beau, hein. C'est beau. Avec ma femme, on était deux. Puis après, on a commencé à gagner un peu. On a pris quelqu'un. On a pris des freelances. Ça, c'est aussi un secteur d'avenir, c'est de prendre des freelances. Alors, les gens ne vont pas le croire. Je sais pas si je le mettrai. Les gens ne vont pas le croire, mais tu es parti en fait de France. Tu avais 50 €. Tu as gagné au poker un tournoi ou deux. Tu avais 2 000 €. Et tu étais au RSA pendant un petit moment en France. Et tu as atteint ton premier million d'euros ou de dollars. Tu l'as atteint quand? Combien de mois après avoir ouvert ta chaîne YouTube? Il y a 2 ans après ma chaîne. 2 ans pour gagner 1 million, pas en cumulé quoi du moins. Enfin, j'ai pas qu'une seule, hein. J'ai 3 chaînes YouTube en tout. D'accord. J'ai aussi des pages Facebook, des pages TikTok. D'accord. Donc tout ça cumulé. D'accord. Je dois faire 100 millions de vues par mois. D'accord. Ça peut intéresser les gens après, bon je sais pas si, parce que après on va pas trop parler YouTube, c'est pas le but, mais une sponsor, parce qu'on se demande toujours ce qu'ils gagnent les youtubeurs. Ici en Thaïlande, une sponsor, dire ouais ce produit il est trop bien, avant une vidéo, ça se monétise combien par million de vues par exemple? Enfin en Thaïlande, donc beaucoup moins cher qu'en France. C'est pas du tout, il n'y a pas c'est pas développé en Thaïlande. D'accord, ok. Il n'y a pas, les seuls sponsors qu'on nous propose, c'est des trucs pour jouer des jeux en ligne, ce qui est borderline. gambler en ligne, des sites gambling. Et des trucs pas légaux en tout cas. D'accord. Sous-payé, ça marchera pas. D'accord. Donc il n'y a rien, c'est pas développé. Ça va peut-être se développer plus tard. Hein. D'accord. Mais s'il n'y a pas vraiment un truc développé comme en France, où il y a vraiment des networks derrière en France qui gèrent toute la régie publicitaire. Et en fait. Ça va venir. Ouais, on verra. Ça va venir. C'est que le coût par mille il est peut-être moins important. Ouais. Alors juste un disclaimer, je n'encourage pas les gens à créer une entreprise en Thaïlande, je ne décourage pas non plus les gens à créer une entreprise en Thaïlande, c'est pas le but vraiment, c'est de prendre un exemple de quelqu'un qui a une vraie boîte, qui sait de quoi il parle, parce qu'entre les mecs, oui on m'a dit, oui j'ai vu sur internet, oui machin, là on a quelqu'un qui a vraiment ouvert sa boîte, qui est dans le jus, qui l'a encore, et donc le but c'est pas d'influencer les gens dans un sens comme dans l'autre, ça peut très mal se passer, parce qu'il y a beaucoup d'exemples là-dessus, ça peut très bien se passer. Le truc, c'est que si tu galères en France et ta vie que tu l'acceptes pas comme elle est, barre-toi. Surtout, barre-toi. Il n'y a pas que la Thaïlande. Hein. Tous les pays en développement, tu seras beaucoup mieux accueilli, on te valorisera plus dans tes compétences parce que tu auras un edge par rapport à ce que tu as appris en France. On te respectera plus dans tous les cas. Il n'y a qu'en France que c'est diplôme. Il y a beaucoup de pays, c'est des pirates, Australie, États-Unis, où c'est plus cool quand même. C'est une boucherie en France. En France, c'est la boucherie. T'as aucune chance, surtout quand t'as pas de diplôme, t'as rien. T'es fini, quoi. C'est la boucherie, quoi.
Et toi, pourquoi tu es en Thaïlande? On fera un double. Alors, si jamais ça vous intéresse, que vous avez une histoire originale à partager, un truc intéressant, on a vu Chokri dans la première vidéo. Lui, ce qui était intéressant, c'est quelqu'un qui était à fond sur la Thaïlande et qui la quitte pour diverses raisons. Là, on avait un super exemple parce que cette personne a monté une entreprise et donc on sait vraiment le vrai du faux, du pourquoi, du comment et c'était intéressant. Donc, si vous avez vraiment quelque chose que moi, déjà, je puisse vérifier parce que faut que ça reste crédible, hein, faut savoir que je te connais aussi, on va dire, pour le… Et je sais ce que tu dis que c'est vrai. Mais voilà, donc si vous avez une histoire, un témoignage, un truc intéressant, n'hésitez pas en message privé et on peut peut-être faire une interview comme ça tranquillement. Voilà.